savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On va commencer par cette annonce aujourd'hui, vraiment par surprise, qui est venue chambouler le monde de la politique municipale, mais de la politique tout court, on va le dire comme ça. Tout court. Grosse démission qui est annoncée aujourd'hui par France Bellil, la mairesse de Gatineau, qui quitte son poste en citant là, des raisons de santé, elle qui veut préserver sa santé pour son avenir, puis qui a été... je vais pas dire cryptique. Mais comprenons-nous, pas santé dans le sens qu'elle est porteuse d'une maladie. Là. Non. C'est plus sous-entendu sa santé physique et mentale parce qu'elle considère que la politique est tellement dure que c'en est fou, là, que c'en est d'un ruine santé. Oui, c'est ce qu'elle est venue décrire, parlant de... en restant vague, mais quand même en énumérant là, toutes sortes de problèmes qui, selon elle, sont en train d'affecter la politique municipale tout particulièrement. Le climat difficile, de l'intimidation, des attaques personnelles, des insultes, voire même des menaces de mort aussi de certains membres de la population. On le sait, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup observé, particulièrement depuis la pandémie, puis à tous les niveaux là, à peu près de politique, là, des politiciens qui se font insulter ou menacer. Et elle dit aussi ne pas être particulièrement d'accord ou ne pas vouloir avoir son nom associé à certaines annonces et mesures qui s'en viennent. On est resté quand même flou autour de tout ça, mais a parlé vraiment là, de ces valeurs qui ne concordaient pas avec certaines choses, donc, et a préféré se retirer de la politique. Puis ça a eu l'effet d'une bombe un peu, Mario, aujourd'hui. Oui, ben c'est parce que je pense que l'effet, c'est surtout cumulatif. Là. Elle, c'est la mairesse de la 4e plus grande ville du Québec. Oui. Puis elle quitte au moment où on dit que depuis la dernière élection municipale, donc la moitié, on est à mi-mandat là, des élections, des mandats des élus municipaux, le chiffre qui fait circuler l'Union des municipalités, c'est 10 10 des élus qui ont été élus il y a 2 ans, qui ont été choisis il y a 2 ans, sont partis. Ont déjà démissionné. Se sont découragés, se sont écœurés, réseaux sociaux, conflits. Bon, fait que ça soulève une question, puis là, ben, dans certains cas, c'est pas le maire, c'est des conseillers ou des conseillères. Dans certains cas, c'est des plus petites villes. Mais là, la mairesse, la numéro 1, de la 4e plus grosse ville au Québec, c'est comme si ça... Tu sais, t'arrives avec un problème là, qui traîne, tout à coup, t'as le gros coup, là. Tu sais, une personne plus en vue et qui est venue ramener tout le problème. Moi, je pense qu'il y a un enjeu, là. Puis elle a un peu mêlé, réseaux sociaux, il y a quelque chose là. Les élus entre eux, est-ce que les élus entre eux se manquent de respect, de savoir-vivre? C'est sûr. Oui, c'est quelque chose qui est tombé à peu près en même temps qu'une autre nouvelle aujourd'hui, Mario. À Québec, au conseil de ville, semble-t-il qu'il y a eu là, un député, pas un député, mais un conseiller de l'opposition avec un conseiller de la ville qui ont eu un accrochage. Physique, un coup de chest. Un coup de chest. Là, un coup de tosse, on pourrait le dire comme ça. On va avoir plus d'informations un peu plus tard là-dessus, mais c'est tombé un peu en même temps, puis ça venait presque donner raison, si on veut, à mairesse. Oui. Mais je pense, je sais pas s'il faudra, par ailleurs, en parallèle, je suis pas en train de dire qu'il faut pas améliorer la civilité, le décorum, le respect des élus entre eux, mais ce qu'il faudra, peut-être lorsque les gens viennent d'être élus, mais tu sais, on dit qu'il faut avoir la couenne dure, c'est une expression, mais préparer les gens, tu sais, les réseaux sociaux, tu regardes pas ça avec une loupe, préparer les gens à ce que c'est devenu, préparer les gens à c'est quoi gouverner, l'affrontement. Je veux dire, mets-toi, je comprends qu'ils sont pas au même niveau, mais mets-toi dans le pot à François Legault, Justin Trudeau, leurs ministres principaux. Tu penses qu'ils n'en mangent pas de la garnotte? Tout ce qui s'écrit sur eux sur 24 heures, tout ce qui s'écrit sur eux dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Donc, il y a comme une... parce qu'il y en a autant qui démissionnent. Tu te dis, oui, il y a le climat, mais quand même... Le climat, si on veut des solutions réelles, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux vont avoir changé dans 2 ans? Non, puis ça risque d'être pire. Moi, c'est quelque chose que je rappelle toujours. Là, ma génération, par exemple, si un jour on décide d'aller faire de la politique, Mario, notre vie au complet est archivée sur les réseaux sociaux. Ouais. Trouver des squelettes dans le placard, là, trouver des photos disgracieuses, des tweets écrits il y a 20 ans par quelqu'un, ça va se faire maintenant, puis je pense que ça va aller en empirant, moi, au cours des années. Donc, il va falloir peut-être aussi préparer les gens à dire, regarde, ça, c'est là. C'est d'une expression parfois un peu sombre. Puis, faut pas que tu regardes ça avec une loupe. Faut que tu prennes ça avec une certaine distance. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se prive d'individus de qualité. Moi, c'est ça mon inquiétude. C'est que tu dis, OK, il y a une partie importante de la population qui sont des gens bien intentionnés, intelligents, mais qui voudront plus toucher à la politique à cause de ça. Tout savoir en 24 minutes.
On a continué de se caltailler, je vais utiliser ce terme-là, pour parler de la relation de Québec et Ottawa sur les demandeurs d'asile. Alors qu'on a encore une fois fait une sortie cette semaine là, du côté de Québec, plusieurs ministres qui se sont attablés pour demander le fameux milliard de dollars maintenant à Ottawa, la facture qui est estimée en ce moment par le gouvernement québécois pour gérer là, cet afflux de demandeurs d'asile. On a répondu aujourd'hui du côté là, de Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant, si on veut, du gouvernement Trudeau ici au Québec, puis qui a été, dans le fond, il a lancé les fleurs puis le pot tout de suite après Mario. Là. Il a commencé encore une fois en disant que le Québec, les Québécois sont excessivement généreux avec les demandeurs d'asile. Puis après ça, on a dit, arrêtez avec le ton accusateur, arrêtez d'être alarmiste. C'est vraiment le terme qu'on a utilisé, alarmiste du côté de Québec. Mais si on sonne pas l'alarme là, avec les chiffres qu'on a, je sais pas qu'est-ce que ça prendrait pour sonner l'alarme. Ben oui. Moi, d'abord, séparons en trois les demandes du gouvernement du Québec. La demande contrôler les frontières, pour moi, c'est pas négociable. Il faut que le fédéral reprenne le contrôle sur ses frontières, remette des visas sur l'entrée des Mexicains à l'aéroport. Ça, il faut poser des gestes pour qu'il entre moins de demandeurs d'asile et surtout de faux demandeurs d'asile, qu'on continue à jouer notre rôle quand il y a une guerre dans un pays, accueillir les gens qui doivent en sortir d'urgence et tout ça. Mais là, c'est plus ça. Là. Les gens arrivent spontanément comme ça à l'aéroport. Ah, moi, je suis demandeur d'asile. Ils sont pas en danger dans leur pays, mais ça, on le découvre 2-3 ans après parce que nos propres systèmes sont engorgés de trop de demandes pour traiter les cas. Bon. Deuxième demande du Québec, la répartition sur le territoire. On a eu aujourd'hui, on a commencé à circuler les chiffres sur combien les provinces de l'Atlantique, les 4 additionnées, les 4 provinces. Tu vas me dire, les 4 additionnées sont moins grosses que le Québec, mais quand même, ils ont accueilli moins de 500 demandeurs d'asile. Oui, moins de 500 personnes. Je pensais que tu allais me sortir un pourcentage ou quelque chose. Moins de 500. C'est une poignée de monde. Ils n'en ont pas accueilli. Fait que tu dis, OK, mais le Québec, nous, on a accueilli 60 quelques mille, là. Fait que, tu sais, quand on dit la répartition inéquitable sur le territoire, sincèrement, c'en est ridicule. Fait que, à cette question-là, est-ce que le Québec a raison de se plaindre? Est-ce qu'il a raison d'être alarmiste? Oui, il faut être alarmiste. Sur la troisième question, celle du partage des factures, le Québec fait sa réclamation. Tu sais, si le fédéral arrivait en négociant de bonne foi, puis disait, nous, telle facture, je la partagerai autrement, puis sur le milliard, on va payer 833 millions. Si j'ai des preuves à l'appui, qu'il y a des affaires que le Québec... Ça, tu sais, c'est moins un absolu, là, tu sais. Mais oui, il faut que le fédéral paye sa part, là. Ça n'a pas de bon sens. La facture, elle affecte les finances publiques du Québec. Mais sur le montant précis à la pièce près, tu sais, je serais prêt à voir les documents des uns et des autres, puis c'est quoi le texte des ententes, puis qu'est-ce qui était prévu que chacun paye. Ça, je pense qu'il peut y avoir un bout de ça qui est négociable. Les deux autres, là, le contrôle des frontières puis le partage équitable entre les provinces, je dirais, c'est le cri d'alarme, le ton alarmiste du gouvernement du Québec est absolument justifié. Là. Puis je veux pas faire mon sarcastique ou mon cynique, Mario, mais c'est pas supposé être inné à un pays de gérer ses frontières, mettons? Oui, c'est censé être la définition d'un pays, en fait, une frontière, mais ça, c'est plus le Canada. Puis, regarde, là, je comprends qu'il faut qu'il fasse sa job de défendre son parti puis son chef quand le gouvernement du Québec puis François Legault attaque. Mais techniquement, Pablo Rodriguez, Justin Trudeau, là, ce sont nos députés montréalais. Là. Oui. C'est des députés de l'Est de Montréal. L'Est de Montréal, probablement une des régions présentement où il y a le plus de débordements dans les écoles, de problèmes de toutes sortes. Fait que tu te dis, au-delà de leur rôle de ministre ou de premier ministre, comme député, comme représentant de l'Est de Montréal, est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'ils constatent? Est-ce qu'ils parlent à des organismes? Est-ce qu'ils parlent à des gens sur le terrain? Est-ce qu'ils parlent à des enseignants? Est-ce qu'ils ont vraiment le portrait de ce qui se passe chez eux? Peut-être que oui, puis ils peuvent juste pas le dire parce que ils sont mal pris. Là. M. Trudeau a fait sa politique pendant des années à les portes du Canada sont ouvertes, on est un beau pays grand et généreux. Mais là, tu sais, M. Trudeau, il va peut-être falloir qu'il s'ajuste. Le sondage Nanos ce matin, le Parti libéral est à peine encore un point devant le NPD, il a encore baissé. Il y a la question, qu'est-ce qui serait bon pour le Parti libéral, là, pour se remonter? La ligne, garder Justin Trudeau comme chef, 3%. Ouais. C'est peu. Très peu. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est très peu. Fait qu'il est peut-être dû pour s'ajuster. Là. Actualité.
Ben, restons dans le sujet de l'immigration, Mario, parce que ça a émergé du côté de nos collègues du Journal de Montréal, là, qui se sont penchés sur Quelle découverte et quelle enquête, là. Hein? Oui, parce qu'on s'entend qu'on peut trouver toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, encore plus si vous êtes sur TikTok. Hein? Vous pouvez vous promener pendant des heures, regarder du contenu, mais hop, sur quoi on est tombé? Ben, des vidéos dans lesquelles il y a des agences privées, là, des consultants en immigration qui aident des gens à faire leurs demandes, à venir s'installer au Québec, ici, mais qui se vantent, le terme n'est pas trop gros, d'être capables, eux, d'obtenir des visas, d'obtenir de la documentation pour les nouveaux arrivants, en évitant de leur faire apprendre le français. On peut écouter un peu à quoi ça ressemble, ce pitch de vente-là. Until our EAD, we can apply for a CSQ without French through ARIMA program if your employer is going to support you through a validated job offer. For more details, stay tuned with... Donc, si votre employeur vous donne une offre d'emploi valide, ben vous pouvez absolument... Without French. Without French. C'est vraiment les termes qui sont utilisés là-dedans. Et là, ben, on a tenté de joindre du côté de nos collègues là, du journal, encore une fois, ces agences-là en question, des réceptionnistes complètement anglophones, no speak French, speak English, please. Des agences qui sont établies à Montréal, ici, en seul québécois. Mais en fait, ils disent la vérité, là. T'sais, dans le fond, ils disent on est capable, nous, de faire venir des gens au Québec qui n'ont pas besoin de parler français, puis ils en font venir. C'est parce ça que leur sert de promotion, surtout. Là. Ouais. C'est ça qui attire des gens chez eux. Mais je veux dire, je vois que dans le reportage du journal, puis je comprends pourquoi on prend la langue, c'est écœurant, puis le ministre a dit ça, c'est écœurant que des entreprises fassent ça. Ben oui et non. Je veux dire, si c'est possible et légal, les autres, ils disent, moi, je suis capable de faire quelque chose. Ah, ben, je suis capable. Moi, tu sais, toi, tu me dis que t'es pas capable de le faire. Moi, je suis capable de le faire. Mais comment ça se fait qu'ils sont capables de le faire? C'est parce que ça prouve d'abord qu'il y a des gens qui rentrent sans parler français, sans la moindre intention de jamais parler français, et que c'est encore tout à fait possible au Québec dans le contexte présent. Tout à fait possible. Oui, ça sera à voir par la suite, parce que quand même la réforme là, du français de la Coalition Avenir Québec qui est en place... Risque de s'appliquer dans ce cas-ci, mais à un moment donné, il faut que tu te mettes les yeux devant un trou, là. C'est sur TikTok, mais c'est la réalité de terrain. Toi, tu te fais un discours théorique, là, le français. Puis à un moment donné, il faut que tu regardes qu'est-ce qui arrive vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qu'on dit de nous, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on... Mais il n'y en a pas de recul du français à Montréal, Mario? Non, mais là, il n'y en a pas, il n'est pas fini, là. Regarde, là, les gens rentrent à pleine porte, puis certains sont recrutés en se faisant dire que c'est pas nécessaire de parler français. Il n'y a pas de mystère, là. Tout savoir en 24 minutes. Continue de suivre ce qui se passe aussi dans le coin de Québec. Puis là, je dis Québec, dans le très grand Québec. Je vais aller comme ça avec la guerre qui se propage en ce moment entre le groupe criminel des Hells Angels et celui là, de la Blood Mafia Family, le gang de Pic-Turmel, hein, comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et là, hier, on cherchait un homme du nom de Michael Chouinard, hein, un homme qui a disparu, 28 ans, dans le coin du Saguenay et qui était manquant et on craignait pour sa vie. Là. C'est ce qu'on disait du côté des forces policières. Les policiers, hier soir, ils parlaient de ça comme d'un enlèvement à haut risque, mettons. Là. Voilà, et à haut risque, ça s'est révélé être le cas parce qu'on a fini par le retrouver un peu après 2 heures du matin dans Rosemont, ici à Montréal, au coin de la 42e avenue et de la rue Bélanger. Un peu magané sur le trottoir. Là. Ben, un peu magané sur le trottoir parce que comme ça a été dévoilé dans les vidéos qu'on a pu voir là, sur les méthodes, je vais le dire comme ça, de ces gangs criminalisés-là, ben, lui manquait 2 morceaux, un doigt et un orteil qui ont été arrachés vraisemblablement là, dans une séance de torture ou autre. On dit que M. Chouinard n'a pas été très collaboratif par la suite avec les forces de l'ordre. On est encore en train d'enquêter autour de ça, mais c'est un autre cas, Mario, là, un autre enlèvement en très peu de temps. Les policiers ont demandé probablement est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient vous en vouloir? Est-ce que vous avez des ennemis? Non. Aucune idée. Moi, je suis un gars bien ordinaire. Mais qui pourrait bien vouloir me faire ça? Mais c'est vraiment comme dans les films. Tu dis, tu voudrais y assister. Tu dis, OK, le gars, il rit-tu d'en face de la police? Là, il s'est fait enlever. Il s'est fait couper un doigt et un orteil. Puis il dit aux policiers, non, moi, j'ai rien, aucune idée. Non, je sais pas. Avez-vous des ennemis? Non. Moi, je suis un gars bien ordinaire. Pas d'ennemis connus. OK. Ouais. Fait que ça sera à suivre encore une fois, mais c'est... Donc, officiellement, tu sais que dans des dossiers comme ça, les policiers n'ont même pas de plainte. Non, parce que lui ne porte pas plainte. Il ne porte pas plainte. Il a égaré, peut-être. Peut-être déclaré objet perdu ou volé, là. Cherche un doigt, un orteil. C'est absurde quand même, là, mais c'est dans ce contexte-là que doivent travailler les policiers. Savoir et comprendre,
Tout savoir en 24 minutes. Une autre des sagas judiciaires qui est assez suivie, c'est celle de ce double meurtre qui est survenu à Vaudreuil-Dorion il y a une semaine par un homme de 44 ans, Fabio Puglisi. C'est lui qui est accusé dans cette histoire où il aurait enlevé la vie de sa propre mère ainsi que d'une voisine qui aurait tenté d'intervenir. En fait, un duo de voisines qui aurait tenté d'intervenir alors qu'il poignardait à mort avec un couteau, vraisemblablement sa mère. Une des voisines, elle, en est décédée. L'autre est blessée, me semble-t-il. Elle a survécu, ouais. C'est ça. Maintenant, elle serait dans un état stable à l'hôpital. Et là, on est revenu devant le tribunal parce qu'il y a eu une évaluation psychiatrique qui a été conduite auprès de cet homme-là. Là, hein? Parce que des fois, ça prend des semaines. Lui, c'est quand même une évaluation rapide avec un verdict sans appel. Un verdict sans appel. Il n'est pas apte, pour l'instant, à subir son procès. On va lui faire subir un traitement pharmacologique, donc un cocktail de médicaments visant à le rendre un peu plus lucide pour les 30 prochains jours. Donc, devrait revenir en cours le 25 mars prochain. Mais c'est quand même là, un homme dans toutes sortes d'états de confusion. Là. C'est ce qu'on décrit pour l'instant. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il faisait dans la rue? Qu'est-ce qu'il faisait en liberté? Dans quel état d'esprit il a attaqué une femme il y a quelques semaines sur la rue, une inconnue? Ça pour lequel il était accusé déjà. Il avait attaqué une complète inconnue. Mais là, si présentement, il est complètement... il semble que lors des événements et maintenant, il est complètement hors d'un état de subir son procès. Mais quand il a attaqué cette femme-là, il devait être dans le même genre d'état d'esprit. Je sais pas, t'attaques une inconnue sur la rue, tu vas pas bien. Là, on l'a laissé en liberté. Puis après coup, là, c'est sûr que l'on prend ça au sérieux. Là, il a tué des gens. Là. Mais... C'est comme il faut attendre. Il faut attendre que le geste soit commis, sinon on reporte. T'es un individu violent, passé violent, visiblement pas stable du tout. Qui avait déjà été reconnu non criminellement responsable à deux reprises aussi. Donc, ça va être la question sûrement qui va continuer à être soulevée. Mario, qu'est-ce qu'il faisait encore en liberté à ce moment-là? Puis pour ce procès-ci, est-ce qu'on va encore le déclarer criminellement non responsable? Une troisième fois. Une troisième fois, puis là, on se comprend que c'est pas mal plus grave. Ce qui ferait qu'il prend pas le chemin des prisons régulières et tout ça, mais là, qu'il s'en va sous la supervision de la commission d'examen des troubles mentaux, qui l'ont déjà libéré en 2020 en disant que tout était correct. Ouais, c'est tout un cas, Mario, encore une fois. Tout savoir en 24 minutes. Puis je vais continuer ce tour d'horizon judiciaire parce qu'il y a un cas qui a été rapporté, un procès, peut-être un procès... qui peut sembler banal, mais on parle encore une fois de proxénétisme, d'hommes et de traite de femmes. Et là, c'est un peu un exemple type, j'ai trouvé, Mario, des délais judiciaires qu'on a en ce moment. Tu sais, quand on cherche, là, c'est où, comment ça se fait que ça se passe, en voici un bel exemple. C'est le cas de Joey Brian Fournier, un homme qui est déjà déclaré coupable de traite de personnes, et ça faisait à peine quelques mois qu'il était sorti de prison déjà pour avoir fait de la traite de personnes, s'est trouvé une nouvelle conjointe, s'est mis à la prostituer d'un bord à l'autre du pays, et là, finalement, revient, se fait arrêter, et maintenant, on l'a déjà déclaré coupable. Le problème, c'est que c'est en avril 2023 qu'on l'a trouvé coupable. On s'entend? On est en début d'année 2024, et on n'est toujours pas capable, 1 an et 8 audiences supplémentaires depuis ce temps-là, incapable de prononcer la peine. Pourquoi? À chaque fois, il y a un désordre, il y a un brouillonnage du côté de cet homme-là qui fait en sorte qu'on ne peut pas poursuivre. Puis là, aujourd'hui, hier, il a fait un autre show en cours. Là. Voilà, parce que ce matin, il est en cours et là, on lisait dans les espèces de déclarations finales une lettre que la mère de la victime, donc la jeune femme qui l'a prostituée, qui venait lire les dégâts que ça a fait sur sa fille et tout. Et là, on commence à lire la déclaration de la mère, et c'est alors que lui se braque dans le box des accusés, dit « Hey, folle raide, elle, je vais pas laisser le monde dire de la merde sur moi. » On lui demande de se calmer, on l'éjecte de la cour, sort dehors donc de la salle d'audience, son avocat tente de le calmer, on le ramène en dedans. Deuxième tentative, recommence la même affaire, dit que c'est du braillage pour lui faire pogner plus d'années de prison, continue à vociférer d'un bord puis de l'autre. On demande une deuxième pause du côté du juge en disant là, c'est maximum 5 minutes, faut que vous allez calmer votre client. Et là, l'avocate, le maître Catherine Rigali-Boivin, sort encore une fois avec, essaie de lui jaser. Quelqu'un a une agréable tâche avec ce charmant client, sûrement. Voilà. Et là, elle rentre, puis commence à dire au juge, fait des heures et des heures que je travaille sur ce dossier-là, il y a un plan de plaidoirie de 39 pages, il y a 16 décisions qu'on a prises autour de tout ça. Malheureusement, je pourrais pas continuer parce que je viens de me faire renvoyer. Essentiellement, c'est ce qu'elle a expliqué. Il a congédié son avocate. Il a congédié son avocate là, en pleine séance, comme ça. Ce qui fait que. Mais il a le droit. Il a le droit.
Fait qu'on doit lui Puis là, on trouver... repart à zéro qu'un autre. Ben, pas à zéro, mais on repart à l'étape où on est rendu avec une nouvelle avocate ou un nouvel avocat. Ouais, puis là, le juge Trudel, dans cette histoire-là, a dit, regarde, le dossier va au 5 mars prochain, puis là, on niaise pas, on veut pas que ça continue à s'étirer, vous devez trouver un nouvel avocat, vous représentez en cours. Mais on comprend, là, il est déjà trouvé coupable à ce point-ci. Ça fait au-dessus d'un an qu'on n'est pas capable de prononcer de sentence autour de tout ça. C'est un bel exemple, je trouvais, Mario, de tout ce qui se passe dans nos palais de justice. Économie. Le bas de laine des Québécois a présenté ses résultats pour l'année 2023. Puis quand je parle de bas de laine, évidemment, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On parle d'un rendement de 7,2 % en 2023, ce qui est un peu plus bas, là, un tout petit peu plus bas là, de ce qu'on a comme portefeuille de référence, là, qui est à 7,3 %. Donc à 7,2 %, on se comprend, 0,1 % de différence. C'est pas dramatique. Et là, ben, on blâme encore du côté de ce ralentissement-là, même s'il est léger, le secteur de l'immobilier, là, qui a obtenu le pire rendement en 2023. On parle quand même de moins 6,5 % de ce côté-là, puis c'est pas prêt de s'améliorer non plus, Mario. Est-ce que c'est quand même des bonnes nouvelles quand on regarde ça? Ouais. Ben oui, c'est rien de spectaculaire aujourd'hui. C'est rien de négatif, c'est rien de spectaculaire. Des rendements qui sont à 0,1, là, à 0,1 % de ce qu'on appelle l'indice de référence avec laquelle la Caisse se compare. Tout est pour les gens qui suivent un petit peu les marchés financiers, je dirais tout est prévisible. Les actions, ça a été très bon. La fin d'année était excellente du côté des actions. La Caisse a bien fait du côté des actions. Par contre, par exemple, tout ce qui est portefeuille immobilier, puis là, comprenez-moi, parce que les gens vont se dire, voyons, l'immobilier, les maisons ont augmenté. C'est parce que la Caisse n'est pas propriétaire de bonne galop. Une organisation comme la Caisse, ce qu'ils ont surtout comme immobilier, c'est des tours à bureaux. Et si l'immobilier était bon dans le résidentiel, oubliez ça d'un tour à bureau. Depuis la pandémie, depuis le télétravail, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, la valeur des placements là, dans les tours à bureau, ça, c'est moins bon. Donc, tu sais, tout est à peu près prévisible. Maintenant, il y a quand même une fierté, je veux dire. Quand tu regardes le chiffre de la Caisse, là, c'est 434 milliards de dollars. Tu sais, tu parles d'un bas de laine qu'on a mis en 1962-63, là, quand Jean Lesage l'a créé. On a mis les premières scènes. C'est les premiers déposants de la Régie des rentes du Québec. On a mis les... Quand on dit les premières piastres que tu mets dans le fond de ton compte de banque, moi, aujourd'hui, on a 434 milliards. D'ici 2 ans, si les rendements sont bons, là, on va avoir un demi-billion, c'est ça qu'il faut dire, 1000 milliards, un demi-billion de dollars. En anglais, ils disent trillion, je pense qu'en français, c'est billion. Fait que c'est quand même du sérieux, là. C'est nos fonds de pension, puis c'est tout l'argent. C'est l'argent de la Régie des rentes, mais c'est aussi l'argent qui est placé par la CNESST, la SAC, toutes les grandes institutions du Québec, c'est comme leur banque, ils placent leur argent, ils placent leurs fonds à la Caisse. Mais c'est... Il y a une fierté quand même. C'est du gros bidou. Le Monde. Ça va être très suivi aujourd'hui parce que du côté des États-Unis, puis là je dis les États-Unis, mais c'est pas le gouvernement américain, c'est une entreprise privée qui fait contrat avec la NASA qui va tenter de faire le premier alunissage du côté américain depuis 50 ans, hein, depuis le programme Apollo en 1972. Et là, c'est l'entreprise texane Intuitive Machines qui tente de réaliser ça aujourd'hui, là. C'est à 17h24 heure de Houston au Texas que c'est censé se produire. Et là, ben il y a des caméras qui vont pouvoir se filmer cette tentative-là en direct, Mario. On peut comme le voir, là. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a décidé de faire un tour de lune de plus du côté de leur appareil. Et là, on se sent fin prêt aujourd'hui à descendre parce que c'est l'étape critique. Il n'y a pas un gars qui est débarqué pour filmer l'arrivée, là. Non, mais c'est un engin avec une caméra qui va sortir là, alors qu'on va entreprendre la descente finale. Là. Quand il va rester 30 mètres d'altitude avant de toucher la Lune, chloup! Il va y avoir comme un petit robot qui va s'éjecter et qui va allumer une caméra pour filmer en direct là, les derniers mètres qui sont, on se comprend, là, la région la plus cruciale parce que on va descendre, ça descend à 1800 mètres par seconde, puis on doit passer à 1 mètre par seconde. Ouais. Puis, c'est pas. Je sais qu'on est tenté de penser, voyons, ces affaires-là, tu sais, c'est bien fait, mais il y a eu beaucoup de ratés. Là. Les récents alunnissages, là, c'est comme 1 sur 2 qui ratent, là. Ben oui, parce qu'il n'y a pas personne, comme dans le cas d'Apollo, tu sais, qui peut être dans l'appareil pour le piloter en regardant tout ça. On est à distance, c'est des caméras, c'est des lasers qui sont utilisés pour essayer de guider ça jusqu'au sol. Et là, on va suivre ça un peu partout. Puis ça va pouvoir être suivi, comme je l'ai dit, en direct, justement. Donc, il y a fort à parier que ça va être très, très suivi, là, cette diffusion-là. On se souhaite un alunissage réussi. Voilà. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.